Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de 112 Info, organisée en partenariat avec A-News Sécurité et l'Institut français de sécurité civile. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir nos participants pour traiter d'un sujet évidemment d'actualité, qui est la loi Matras, qui a été donc votée le 25 novembre et qui s'inscrit dans l'amélioration et la modernisation de la sécurité civile. Donc nous allons traiter aujourd'hui de cette loi et de l'impact dans l'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers. J'ai le plaisir pour cette première table ronde d'accueillir Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à vous. Hugues de Regnoncourt, directeur du SDIS de l'Ain 01 et conseiller spécial du comité exécutif de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci beaucoup, monsieur le contrôleur général, d'être avec nous aujourd'hui. Avant peut-être de rentrer dans le détail de cette loi, l'actualité, c'est aussi un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui, Sapeurs-pompiers, un engagement au quotidien, coécrit par Olivier Richefou justement et Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Une première question, président. Pourquoi cet ouvrage ? Cet ouvrage, c'était d'abord une sollicitation de mes équipes de communication. Et lorsqu'ils m'ont proposé de faire cet ouvrage sur les sapeurs-pompiers, je leur ai dit, je ne peux pas le faire tout seul. Ça a du sens si je le fais avec un des représentants, bien sûr, de la fédération. Et le premier d'entre eux me paraissait une évidence. Donc j'ai appelé Grégory Allione. Et dans les 2 secondes qui ont suivi, il m'a répondu « Ok, on y va ». Voilà comment les choses se sont passées. Et on s'est mis au travail pendant quelques mois pour rédiger cet ouvrage. Voilà. Ça fait de nombreuses années que vous êtes impliqué dans le monde de la sécurité civile et notamment auprès des sapeurs-pompiers à travers à la fois votre rôle en tant que président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Peut-être rappeler en quelques mots à quoi sert cette CNIS et quel est votre rôle au sein de cette conférence ? Alors d'abord peut-être rappeler à ceux qui nous regardent que les SDIS, les pompiers, sont organisés par département et que le conseil d'administration qui dirige ces opérations est composé d'élus, à la fois des représentants des départements et des communes, et que ce sont les départements qui pilotent, ce sont eux qui apportent la contribution financière la plus importante. Donc c'est placé sous la direction, si j'ose dire, pour le côté élu, un conseil d'administration sous la direction effectivement des départements. Et puis c'est copiloté avec l'État et monsieur le préfet siège au conseil d'administration. Ensuite, cette dimension pompier, elle est forcément déclinée au niveau national. Et au niveau national, il existe cette conférence nationale qui est un lieu de concertation et d'échange entre tous les acteurs du monde pompier. Donc on y retrouve les représentants de l'État, les représentants de la profession, la fédération y est bien sûr très bien représentée, les syndicats dans leur très grande diversité, il y a 9 syndicats qui représentent l'ensemble du monde professionnel, et on trouve même les marins-pompiers de Marseille et puis la brigade des pompiers de Paris. Donc vous voyez, tout le monde est représenté, et bien sûr les élus, des conseillers départementaux et des représentants des communes. Qu'est-ce qui fait que vous, parce que vous êtes président également du département de la Mayenne, qu'est-ce qui fait que vous avez une appétence particulière pour ce monde de la sécurité civile ? Parce que finalement, on sait qu'en fonction des départements, les présidents sont plus ou moins impliqués auprès des sapeurs-pompiers. D'abord, j'ai pas de membre de ma famille sapeur-pompier. J'ai jamais eu d'engagement personnel. Peut-être que j'aurais pu en avoir en tant que sapeur-pompier volontaire dans ma jeunesse, mais ça n'a pas été le cas. Donc j'ai pas de connaissances particulières. Je n'avais pas de connaissances particulières de ce métier et de cet engagement. C'est en prenant la responsabilité d'abord de vice-président en charge notamment des relations avec les pompiers professionnels, puis en prenant la présidence lorsque je suis devenu président du conseil départemental, que je me suis attaché à cette fonction. Et lorsque l'Assemblée des départements de France a demandé s'il y avait un président volontaire, un président de département volontaire pour prendre en charge ce sujet, sur les bons conseils de mon directeur de l'époque, directeur départemental, qui est Stéphane Morin, qui était à l'époque Stéphane Morin, qui maintenant est le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints, qui m'a dit « Président, vous devriez vous engager sur le sujet ». J'ai dit « banco ». Et voilà comment les choses sont arrivées. Ce livre, lorsqu'on le lit, on voit beaucoup d'anecdotes, de commentaires et d'implications, aussi bien de Grégory Allione que de vous-même. Est-ce à dire qu'un ouvrage de ce type est encore nécessaire aujourd'hui pour expliquer ce que sont les sapeurs-pompiers ? Parce qu'on sait que 94% de la population a une bonne opinion. D'ailleurs, c'est la fonction la plus valorisée au sein de la population. On a encore besoin d'expliquer ce que sont les sapeurs-pompiers aujourd'hui à la population ?
Je crois qu'effectivement, les sapeurs-pompiers sont bien sûr très appréciés et c'est normal de l'ensemble de la population. Ce sont des gens qui vont sauver des vies. Et donc, quand on sauve des vies, il est naturel, bien sûr, qu'on ait une bonne image. Et elle est méritée, cette bonne image. L'originalité, je pense, de cet ouvrage, c'est d'avoir ce regard croisé, à la fois d'un élu, engagé depuis 32 ans auprès de ses concitoyens, et d'un sapeur-pompier qui a pris des responsabilités nationales, engagé lui aussi depuis 32 ans. Et ce regard croisé pour effectivement comparer la façon dont les choses peuvent se dérouler pour l'un et pour l'autre dans ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'engagement auprès de nos concitoyens. L'un en tant que pompier et l'autre en tant qu'élu. Et donc ce regard croisé est sans doute un peu l'originalité de cet ouvrage. D'accord. Merci beaucoup. Contrôleur général de Reigneaucourt, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire déjà quelques mots sur la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui est la fédération emblématique du monde de la sécurité civile ? Oui, bien sûr. Bonjour Olivier, bonjour Célim. Merci d'inviter la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui, comme son nom l'indique, regroupe l'ensemble des acteurs sapeurs-pompiers. C'est près de 286 000 adhérents. Et quand on parle d'intergénérationnel, ça a du sens, hein, puisque nous avons nos anciens sapeurs-pompiers. Et je crois qu'une corporation qui fait attention et qui prend soin de ses anciens, c'est quelque chose à souligner et qu'il faut entretenir, jusqu'à nos jeunes sapeurs-pompiers, à raison de 30 000 jeunes sapeurs-pompiers. Donc ça va de 13 ans à près de 100 ans, hein, pour nos doyens. Et la force vive, ce sont ces 240 000 sapeurs-pompiers, avec une force majoritaire qui est 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Nos professionnels, Olivier Richeveau a parlé de ces 40 000 sapeurs-pompiers qui sont aussi représentés par des syndicats divers, et bien sûr le bataillon des marins-pompiers et la brigade sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est quelque part une forme d'ensemblier qu'on représente avec cette voix qui parfois peut ne pas être entendue, puisque de par sa configuration avec le monde volontaire notamment, hein, ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires avec un statut spécifique. La fédération aussi, et de par son origine, hein, puisque c'est à la fin du 19e siècle, qui était d'abord un fonds d'entraide. Nos sapeurs-pompiers, certes, sont reconnus, mais au départ, ils ont eu le souci de s'associer, de se fédérer, et en cas de difficulté, de créer leur propre caisse d'entraide, leurs propres amicales. Et donc, très vite, cette notion de solidarité, de soutien est apparue. Ça s'est organisé avec des mutuelles dans différents départements, des orphelins pris en charge, et tout ceci a petit à petit, au fil du siècle dernier et de ce siècle, on fait émerger la Fédération nationale telle qu'elle est, et qui, il faut le rappeler quand même, jusqu'à la création des départements, les interlocuteurs du ministère de l'Intérieur étaient divers. Et donc la Fédération a longtemps représenté un interlocuteur. On voit les écrits, le ministère de l'Intérieur, quand il a besoin de sonder, de savoir ce qui se passe, il s'adresse à la Fédération. Donc aujourd'hui, la Fédération, c'est bien évidemment un tissu social d'entraide à travers les unions départementales, les unions régionales, puisque c'est ce qui nous différencie quand même d'une autre activité. D'un travail dans l'entreprise, il y a ce côté solidarité qui est très fort chez nous, et puis un versus un peu plus politique depuis des années, où on est contributeur. On fait aussi entendre notre voix, et je me réjouis dans les propos d'Olivier Richeveau qui cite la fédération, mais on verra dans la loi Matras aussi, on a été force de proposition. On n'écrit pas la doctrine, bien évidemment, mais on est force de proposition, et grâce à nos différentes commissions, qui sont nombreuses, grâce à notre réseau associatif, on est à même de proposer des différents articles, différentes projections par rapport à l'avenir de notre profession, et c'est comme ça qu'il faut voir la fédération. Cette loi Matras, venons-en à l'actualité du jour. Dans quel contexte historique s'installe-t-elle, se met-elle en place? Est-ce qu'il y a eu d'autres lois qui ont été structurantes au niveau de la sécurité civile ces dernières années, ou est-ce que c'est une loi emblématique? On a tous grandi, nous, avec la loi dite de départementalisation, qui a été la loi fondatrice, c'est-à-dire on est passé de la commune. J'ai eu l'âge de l'âge, hein, j'ai été recruté en tant que chef de corps,
dans les Vosges, d'un syndicat intercommunal. Et en 96, avec application en 2001, les communes se sont fédérées. On voyait bien que la réponse communale était très inégale entre les communes riches et les petites communes. C'était les mairies qui géraient la sécurité civile. Tout à fait, avec une vision très, très, très morcelée. Donc il y a eu ce besoin de se fédérer à travers la loi dite de départementalisation. Il y avait eu une première tentative avant 96. La loi de 96, avec aussi une protection du monde des sapeurs-pompiers volontaires qui avait été pris en compte. Et en 2001, de façon effective, tous les départements ont départementalisé. Donc ça, c'était la première loi fondatrice, quelque part. Ensuite, il s'est agi de consolider le département, qui à l'échelle d'un département, a la vision territoriale. Quelque part, on voit bien que les missions de solidarité de territoire sont la mission principale d'un département, et donc, quelque part, le bras armé, les services d'incendie et de secours sont là pour finalement prolonger cette action. Donc, en 2004, la loi dite de modernisation de sécurité civile érige le département en tête de proue, finalement, de ces services d'incendie et de secours, plus d'autres choses en travers la citoyenneté et l'éducation des populations. Et puis finalement, depuis 2004, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, sans qu'il y ait d'évolution majeure. On avait coutume de dire tous les 5 ans on réforme le bac, chaque ministre qui arrive y va de sa loi. La sécurité civile donc ça a permis de maturer un certain nombre de réflexions, et donc le député Matras a apporté. Au début, il y avait une trentaine d'articles de mémoire, et finalement, ça s'est avéré une véritable loi pour consolider le modèle de sécurité civile, favoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, et finalement revoir le champ missionnel des sapeurs-pompiers avec cet ancrage fort départemental. Donc 17 ans après, cette loi, 58 articles, qui est une véritable loi, et je dois le dire, entre élus, que ce soit les élus des départements, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, les représentants de la profession, la fédération, bien évidemment, il y a eu le ministère de l'Intérieur et notre direction générale, bien sûr, qui a œuvré, qui en a été la cheville ouvrière. Il y a eu une unité, finalement, de vision. Bon, des débats, on y viendra tout à l'heure sûrement, avec des perceptions qui nous semblent dépassées au niveau de la fédération, dépassé par rapport à des clivages qui pourraient y avoir très, très corporatistes, mais qui nous projette dans l'avenir, et c'est une véritable loi qui est consacrante. Olivier Richoux, vous avez été partie prenante avec Fabien Matras et l'ensemble de la commission sur cette loi-là. Vous avez été très impliqué. Oui, en amont de ce texte et de cette loi, il y a eu effectivement une mission volontariat qui avait été diligentée par la Direction générale de la sécurité civile, mission à laquelle j'ai participé aux côtés d'ailleurs du président précédent de la Fédération des sapeurs-pompiers, et puis aussi avec un chef d'entreprise, de la sécurité d'ailleurs, qui nous a permis d'avoir un regard complémentaire. Et puis Fabien Matras était à nos côtés à cette occasion, et c'est à l'issue de cette mission qu'on s'est tous engagés à dire, mais est-ce qu'il ne faut pas finir par traduire dans une loi un certain nombre d'orientations que nous avions mis en avant dans le cadre de cette mission volontariat. C'est ce qui s'est passé. Et moi, je veux vraiment saluer le travail très bien coordonné, comme vient de le dire Hugues, entre la Direction générale de la sécurité civile. Alain Thirion a joué un rôle extrêmement important pour réussir à fédérer tous les acteurs de la sécurité civile. La fédération a été à l'œuvre d'une façon magnifique. Les parlementaires ont bien compris qu'il y avait un grand enjeu. Il y a eu un consensus au niveau des parlementaires. Il y avait un très bon consensus, c'est assez rare d'ailleurs. Les deux textes, le texte à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, a été voté à l'unanimité à chaque fois. Probablement assez rarissime. Ce qui est assez rare. Mais c'est le signe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du fait que les pompiers ont une très belle image, et aussi que ce texte, il est raisonnable, il est plein de bon sens, et il met en œuvre des mesures concrètes qui vont améliorer le quotidien des sapeurs-pompiers. On a dit que cette loi donc renforçait le rôle du département. Il y a régulièrement des débats au sein de la sécurité civile sur l'échelon. Est-ce que le département est le bon échelon pour gérer la sécurité civile ? Ça revient régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, évidemment vous en tant que président de département, vous estimez qu'effectivement le département est le bon échelon en matière de gestion des secours et de la sécurité civile sur un territoire ? Très franchement, à l'occasion des débats de la loi Matras, on n'a pas beaucoup entendu la remise en cause de l'échelon départemental. D'autant plus que
Je crois qu'aujourd'hui, on sait tous aussi qu'on a des moyens complémentaires au niveau d'une zone de défense, et que le niveau zonal peut venir en complément, notamment lorsqu'il y a des opérations importantes sur un territoire. Et on voit bien que cette maille départementale, elle est d'un bon niveau pour réussir à coordonner tous les acteurs sur un territoire. Donc je crois qu'aujourd'hui, vouloir refaire un débat n'a plus sens, et je ne l'entends plus beaucoup non plus. D'accord. Parce qu'on a vu aussi, et c'est une question que je vous pose à tous les deux, une évolution du monde sapeurs-pompiers, et on avait fait une émission notamment sur la question de vaccination. On voit bien que les périmètres d'émission des sapeurs-pompiers s'élargissent, et la crise Covid a montré à quel point les sapeurs-pompiers étaient au cœur des politiques publiques de santé. Quelle est votre perception sur cette évolution des métiers de sapeurs-pompiers, Hugues ? Le président Grégory Allione de la Fédération a coutume de dire on est les soldats de la vie. On est rentré peut-être attiré par le feu, par cette image symbolique du feu, et très vite on est devenu des techniciens assez généralistes, et aujourd'hui on en vient à être des soldats de la vie. Et la crise du Covid, finalement, même si on aurait des choses à dire, parce qu'il faut que l'État soit stratège, il faut que l'État coordonne, on parle de réponse capacitaire aussi dans cette loi, qui va vers une mutualisation interdépartementale, mais le bras armé, en fait, quand monsieur le préfet ou madame la préfète se retourne, quand le président du département se dit « il faut que j'aille dépister », qui est là, quand il faut aller vacciner, quand il faut aller apporter du matériel, on voit bien que la réponse départementale, elle a du sens. Et finalement, la crise de Covid, jamais j'aurais imaginé, moi, il y a quelques années, que j'ai des sapeurs-pompiers qui vaccinent. Jamais j'aurais imaginé, il y a 10 ans, devoir acheter des gilets porte-plaques, des casques pour aller en appui des forces de sécurité intérieure. Donc on voit bien que cette mission évolue, mais quelque part, c'est la volonté de la population qui fait que les besoins sont différents. Les moyens aussi sont différents quelque part. On a une restructuration des services qui s'est opérée, parfois malgré nous. On parle des réorganisations hospitalières notamment, de la désertification, mais d'autres pratiques, maintien à domicile, vieillissement de la population. Et finalement, quand le président du département se retourne ou l'autorité préfectorale, on voit que les forces en présence, 250 000 sapeurs-pompiers dans les territoires, représentent une force, et donc avec une adaptation de ces missions. Et la loi Matras consacre quelque part cette notion de soin qui, encore une fois, il y a 30 ans, on n'en discutait pas, mais aujourd'hui, ça paraît une évidence. Quand, en début des années 2000, on autorise nos infirmiers à utiliser des produits morphiniques pour prendre en charge la douleur, c'est parce qu'on a moins de réponses médicales et on ne peut pas laisser transporter des personnes avec un fémur cassé, une hanche, sans prise en compte de la douleur. Et aujourd'hui, personne ne remettra en question cette chose-là. Les défibrillateurs semi-automatiques que n'a-t-on entendu il y a 30 ans, aujourd'hui dans n'importe quelle salle polyvalente. Donc finalement, on suit cette évolution, parfois par manque de moyens, parfois par demande de consommation aussi de la population, et finalement c'est une réponse qui nous semble, à l'échelon du département, adaptée. Donc finalement on suit ce mouvement, il va falloir qu'on se réorganise, qu'on se forme aussi, il va falloir aussi on change un certain nombre de pratiques de perception, de ce qu'est un sapeur-pompier, dans l'engagement. Dans le livre qui est écrit, on décrit différents engagements, mais il y a 30 ans aujourd'hui ils sont différents. On s'engagera sûrement moins pour le feu et plus pour l'aide à son prochain, à autrui, avec une forme qui est un peu plus variée aujourd'hui. Olivier Richoux, en tant que président de département, c'est le sentiment que vous avez, cette armée de soldats de la vie qui finalement disponible pour des missions finalement de plus en plus diverses, mais qui représentent peut-être cette résilience des territoires ? Oui, je pense que Hugues l'a parfaitement dit. J'aurais dit la même chose, que lui. Hier, monsieur le préfet m'a appelé dans mon département pour me dire il faut qu'on accélère la vaccination. Est-ce qu'on peut mobiliser les sapeurs-pompiers ? La réponse c'est oui, bien évidemment. Parce qu'on est des acteurs sur le terrain qui doivent forcément répondre à l'attente de la population. Et on est, alors sans devenir des personnes corvéables à merci, il faut aussi être attentif sur un point. Et moi, je veux le dire, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, il faut quand même bien se rendre compte que la plupart de nos sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont des gens qui ont un emploi par ailleurs. Et donc, lorsqu'ils interviennent dans la journée, il faut que les employeurs les libèrent.
Et pour qu'il les libère, il faut que ce soit pour des belles causes. C'est pas pour aller faire un transport qui pourrait être assuré par un ambulancier privé, par exemple. Donc il faut que l'on veille à ce que nous restions bien des acteurs d'urgence, certes, mais pas pour faire des tâches que d'autres ne voudraient pas faire. C'est cette harmonie qu'il faut trouver, et l'échelon départemental, une fois de plus, c'est le bon lieu pour que chacun puisse échanger entre les directeurs d'hôpitaux, entre les ambulanciers, bref, entre tous les acteurs de la sécurité civile. Les pompiers ne doivent pas devenir des variables d'ajustement, finalement, de différentes politiques publiques sur les territoires? Non, bien sûr, Olivier Richefou l'a dit, c'est une question d'équilibre entre la ressource, l'offre, le besoin. Nous avions des capacités pendant la période du Covid, puisque le télétravail, le maintien à domicile nous a permis d'avoir une force en présence. Il faut aussi que nos SDIS se réorganisent. On parle de notre service de santé qui a joué un rôle primordial, et on sait que dans certains départements, les ressources peuvent manquer. Et puis après, effectivement, il faut mesurer par rapport à cette demande, sur quelle action on doit porter. Et ça, c'est une politique globale de sécurité civile, mais avec de nouvelles entrées aujourd'hui. Cette notion de soin en est une. Vous discuterez sûrement sur les gestes techniques de soins d'urgence. Et puis, encore une fois, Olivier Richefou l'a très bien dit, notre force, c'est 80% de pompiers volontaires. Près de 70% des interventions sont réalisées par nos sapeurs-pompiers volontaires. On a une vraie complémentarité entre nos pompiers professionnels et volontaires. Il faut la préserver. Et effectivement, la notion d'utilisation de cette ressource est primordiale. Et plus on va les solliciter, et plus on pourrait abaisser cet engagement ou cette motivation ou cette perte de sens. Donc moi, je n'ai pas ressenti de perte de sens quand on va vacciner. Parce que les gens ont dit merci. Merci. Et ça, l'engagement du pompier volontaire, du pompier tout court, est réconforté quelque part. Par contre, quand je fais quelque chose qui peut être fait par quelqu'un d'autre, qui ne sont pas d'urgence, mais par défaut, là, il y a une vraie perte de sens. Et c'est sûrement ça le débat des années à venir. Merci beaucoup Hugues de Regnoncourt, merci beaucoup Olivier Richefou. Je rappelle donc sapeur-pompier, un engagement au quotidien coécrit donc avec Grégory Allione, président de la Fédération nationale de sapeurs-pompiers de France. Et au profit de l'œuvre des pupilles. C'est ce que j'allais dire, voilà, tous les bénéfices. Donc achetez l'ouvrage évidemment, il est accessible dans toutes les bonnes librairies, aux éditions du Rocher, et tous les bénéfices seront reversés à l'œuvre des pupilles, qui est une association associée à la Fédération nationale de sapeurs-pompiers de France et qui est évidemment œuvre pour tous ces enfants orphelins. Merci beaucoup. On fait la deuxième partie de l'émission tout de suite après. Merci. Bienvenue pour cette deuxième partie de l'émission 112 Infos dédiée au vote de la loi Matras sur la modernisation de la sécurité civile, la consolidation de ce modèle français de sécurité civile. Nous sommes toujours en présence d'Olivier Richefou, président donc, de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Et j'ai le plaisir d'accueillir trois sapeurs-pompiers professionnels. Le contrôleur général Bruno Maestracci, directeur du SDIS 77, qui est à distance avec nous. Bonjour monsieur le contrôleur général. Bonjour à tous. Le colonel Jérôme Petit-Poisson, directeur du SDIS 54 et également secrétaire général de l'ANSDIS. Vous reviendrez avec nous sur ce qu'est l'ANSDIS. Et le colonel Michael Bruno, directeur adjoint du SDIS 58. On va, durant cette deuxième partie de l'émission, rentrer un petit peu dans le détail de cette loi Matras à travers 3-4 thématiques emblématiques. Évidemment, on a rappelé lors de la première partie que cette loi Matras représentait plus de 58 articles. Mais on va mettre le focus sur 3 thématiques qui nous semblaient intéressantes. Évidemment, la première, c'est la question des sapeurs-pompiers volontaires et du renforcement de ce statut et de valorisation de ce statut. Monsieur Richefou, est-ce que finalement cette loi de modernisation de la sécurité civile, comme vous l'expliquez lors de la première partie, c'est aussi d'abord et avant tout pour revaloriser cette question du volontariat qui est au cœur du modèle français de sécurité civile ? Pour moi, c'était le sujet essentiel. En tout cas, c'était le sens de la mission volontariat dont on parlait tout à l'heure et pour lequel j'avais eu l'occasion de participer. Parce que c'est la base de notre organisation. Et donc, il est naturel et normal qu'on renforce cette attractivité. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, les sollicitations sont nombreuses. Pour un jeune qui veut s'engager, il peut s'engager, je le souhaite en tout cas, dans un engagement volontaire vers des sapeurs-pompiers, mais il peut aussi être sollicité par d'autres structures ou d'autres organismes. Et donc il est important qu'on puisse à la fois attirer et puis ensuite fidéliser l'engagement. Donc c'est différentes mesures dont on dira peut-être un mot pour effectivement d'abord favoriser l'intégration, et ensuite faire en sorte qu'on puisse
récompenser un peu plus l'engagement à travers, par exemple, le doublement qui est prévu de cette indemnité, si j'ose dire, de cette prime de fidélité et de reconnaissance qui est prévue au moment où un sapeur-pompier volontaire cesse son activité, de volontaire en tout cas, ou un professionnel qui pourrait également être concerné. Et puis c'est aussi des questions importantes sur le logement, sur demain, je l'espère, un accompagnement des employeurs pour qu'ils puissent libérer un peu plus facilement leurs volontaires. Donc il y a beaucoup de sujets dans ce texte et qui sont des sujets d'avancée majeure pour moi. Colonel Bruno, vous avez été vous-même sapeur-pompier volontaire pendant de nombreuses années. On a parfois la difficulté de voir la différence entre ce qu'est le bénévole et le volontaire. Et souvent, la population et cette espèce de confusion qui existe. Quelle est la spécificité de ce statut de volontaire au sein des sapeurs-pompiers en France ? Donc c'est vrai qu'on est passé du bénévolat au volontariat. Je pense que tout le monde autour de la table est unanime pour dire que, et il faut le rappeler souvent, ce n'est qu'une activité, c'est pas une profession. Une activité prenante, une activité qui vient en complément d'une contrainte familiale, d'une contrainte professionnelle, contrainte familiale et professionnelle qui évolue aussi dans le temps. En 1990, on n'avait pas des situations monoparentales. Aujourd'hui, on a des sapeurs-pompiers volontaires qui sont dans des situations de divorce, de séparation, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a des enfants, on s'occupe des enfants. Il y a eu une évolution qui fait qu'aujourd'hui, même si c'est une activité très prenante, une activité qui nécessite beaucoup de temps pour l'engagement et qui nécessite aussi à être disponible jour et nuit. Moi, j'ai eu la chance d'être sapeur-pompier volontaire parce que je suis né dans une caserne, donc c'est une vocation. Et il faut continuer à avoir cette vocation parce que c'est aussi ce qui fait l'engagement. Le président en parlait tout à l'heure. C'est une activité qui est prenante. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un sapeur-pompier volontaire reste généralement 7 ou 8 ans dans son engagement. Auparavant, c'était beaucoup plus que ça. Et qu'il était nécessaire, par rapport à cette loi, de continuer à valoriser le volontariat. D'accord. Colonel Petit Poisson, peut-être un mot sur l'ANSDIS, expliquer ce qu'est cette structure et puis ensuite votre vision sur l'impact de cette loi en matière sur le volontariat. Tout d'abord, expliquer que l'ANSDIS, vous avez tout d'abord présenté la loi Matras avec tous les travaux qui ont été faits avec l'ensemble des acteurs, notamment la fédération, notre direction générale. L'ANSDIS regroupe en fait dans une association l'ensemble des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours. Je suis tenté de dire, avec la double tutelle que nous avons, président, tutelle des services préfectoraux avec les préfets et tutelle des conseillers départementaux avec les présidents de conseil d'administration, les directeurs sont dans la mise en œuvre de l'ensemble des actions de sécurité civile sur le territoire. Et donc l'association de l'ANSDIS, en fait, est forcément intéressée de tous les sujets de sécurité civile dans la mise en œuvre, mais également dans l'anticipation de tout changement qui pourrait concerner la sécurité civile. Donc c'est une association moins visible que notre grande fédération, parce que finalement les emplois supérieurs de direction regroupent 250 personnes, quand la fédération regroupe les 250 000 sapeurs-pompiers gérés de France. Mais c'est une association qui regroupe les personnes qui, entre guillemets, sont en charge, sont aux affaires, et qui se veut être, pour nos autorités locales et nationales, de conseil et de préoccupation, un interlocuteur privilégié. Donc on a pu travailler de façon très efficace sur ce projet de loi avec la direction de la sécurité civile et avec la fédération nationale et l'ensemble des parlementaires, dont il faut souligner l'action, le député Matras, la sénatrice Dumont, sur tous ces sujets qui aboutissent à cette loi Matras aujourd'hui. Sur la question du volontariat qui est au cœur de cette loi Matras, qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, en tant que directeur donc, du SDIS 54 ? Quel impact, estimez-vous, positif va avoir cette loi sur l'engagement volontaire ? Alors, il y a vraiment 3 aspects sur cette loi. Donc, on démarre effectivement par l'approche sur l'engagement de pompiers volontaires. On a vu depuis plusieurs années la durée de l'engagement de pompiers volontaires diminuer. Donc, factuellement, nous sommes passés de 10, après de 12, 10. On est globalement aujourd'hui à 9 ans de moyenne d'engagement. C'est la première conséquence que peut amener cette loi, c'est d'améliorer la reconnaissance, d'améliorer la fidélisation au travers de ce que le président a évoqué tout à l'heure, la diminution du braquet, du cliquet pour l'allocation de la fidélisation de la reconnaissance, qui va passer de 20 ans à 15 ans. Puis en même temps, le doublement potentiellement de cette allocation de fidélisation.
et qui va permettre, en tout cas nous l'espérons, d'augmenter la durée de l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. La deuxième chose, c'est de faciliter cet engagement. On a tous les jours au quotidien en tant que directeur de SDIS, et c'est mon cas aussi dans le 54, dire que notre sujet, c'est pas tant l'engagement citoyen, c'est d'augmenter la disponibilité de nos effectifs. On a des engagés citoyens qui viennent rejoindre nos rangs. Par contre, le sujet, c'est comment on augmente, notamment face aux besoins de sollicitation de la population, leur disponibilité. Donc, dans la loi, un certain nombre de dispositions qui seront prises par décret facilitent la possibilité de les libérer de leur travail. Il y a des dispositions qui prévoient qu'ils puissent être libérés avec des autorisations d'absence. Il y a la mise en place d'une augmentation du label employeur pour reconnaître et remercier les employeurs publics comme privés de sapeurs-pompiers volontaires. Mais il y a également des dispositions plus pragmatiques comme celui de permettre de mieux reconnaître les accidents de service, les maladies en service pour les employeurs comme les communes de moins de 10 000 habitants qui vont permettre de faciliter finalement de recruter des sapeurs-pompiers volontaires et donc pour nous d'augmenter la disponibilité. Donc l'impact direct sur l'aspect volontariat pour le SDIS 54, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est à terme une amélioration de la disponibilité en journée quand la population a besoin de ces sapeurs-pompiers volontaires. Je m'adresse au contrôleur général Maestracci. Monsieur le contrôleur général, est-ce que sur votre territoire du 77, donc la Seine-et-Marne, un des départements de l'Île-de-France, vous rencontrez des problématiques de fidélisation du volontariat, de l'engagement citoyen, ou est-ce qu'on peut constater une résilience du modèle sur votre département? Et quel est l'impact, selon vous, que peut avoir la loi Matras dans cette fidélisation? Alors tout d'abord, bien sûr, la plaque Île-de-France, c'est pas spécifique à la Seine-et-Marne, c'est spécifique à l'Île-de-France. Comme vous le savez, c'est souvent des départements, si on regarde la comparaison des effectifs de police ou de gendarmerie, où on a des jeunes qui sortent des écoles et qu'on met pour les premières années. Donc je dirais que c'est un peu pareil, puisqu'on a beaucoup de pompiers qui soient volontaires ou professionnels, qui vont commencer leur carrière. On est une plaque tournante de formation et d'initiation, on va dire. Maintenant, évidemment, on aimerait que ça évolue. Nous, notre engagement volontaire, c'est environ 7 à 9 ans également, donc on est dans la moyenne nationale, même si on aimerait que ça se pérennise un peu plus. Et pour moi, si vous voulez, c'est le sens de nos valeurs. C'est ça qu'il s'agit de mettre en œuvre. Et c'est dans chaque SDIS un petit peu différent aujourd'hui. Quand je parle du sens de nos valeurs, je ne suis pas convaincu, même si je suis très content et je salue les avancées faites par la loi Matras, qu'elles suffisent. À mon avis, il faut une clarté sur un engagement qui va faire 5 ou 10 ans, c'est-à-dire quelle est la progression. Alors bien sûr, ce n'est pas un travail, on le sait, mais enfin, il y a quand même aussi des choses visibles. Il y a des grades. Donc, pour les grades, si on veut que les gens ils puissent progresser, il faut qu'on leur dise, pendant 15 ans, vous serez adjudant-chef. Alors, évidemment, tout le monde ne pourra pas l'être. Mais il y a aussi une vraie réalité, c'est la possibilité pour un citoyen aujourd'hui, même si je rejoins mon camarade Jérôme Petit-Poisson, c'est pas forcément des citoyens qu'on cherche, c'est à combler des potentiels opérationnels. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a la possibilité de faire un SNU. On a la possibilité d'être réserviste dans les armées de terre, air ou mer avec des conditions spécifiques. Et puis, on a un troisième volet, c'est les sapeurs-pompiers. Donc, on a un vrai choix. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour que ces pompiers volontaires, on les garde, il faut faire presque de la ciselure, du détail, pour que justement on puisse à la fois mieux les accueillir avec des dispositions liées au logement, une augmentation financière, mais aussi, et pour moi surtout, liées à nos valeurs de sapeurs-pompiers qui sont basées sur le soin, la bienveillance aux autres, des valeurs, je dirais, universelles, donc auxquelles je pense que la jeunesse est très sensible et qui doivent aussi permettre une individualisation des parcours de façon à ce que cette valeur, ça soit à la fois collectif et que ça ait un sens individuel. Merci beaucoup, monsieur le contrôleur général. Un autre sujet qui avait évidemment mis en perspective les grandes problématiques de cette loi, c'est la question du 112. C'est quelque chose qui est revenu même au niveau médiatique. Il y a eu un certain nombre de mobilisations. Cette loi a entériné la mise en place d'expérimentations autour de la question de ce 112 ou de ce numéro unique, comme on l'a appelé, ou de ces plateformes communes. Olivier Richaud, est-ce que vous pourriez revenir sur déjà cet enjeu autour du 112 qui a beaucoup fait parler de lui dans les médias grand public? Qu'en est-il aujourd'hui? Vous savez, quand on interroge des Français dans la rue et qu'on leur dit il se passe quelque chose, quel numéro vous appelez, ils n'en savent rien aujourd'hui. Il y a tellement de numéros
13, 14 numéros au moins, que tout ça manque de lisibilité. Et donc il est impératif, comme l'ont fait quasiment tous les pays, qu'on ait un seul numéro d'urgence que chacun puisse mémoriser. Le président de la République s'y est engagé lorsqu'il a reçu, il y a 4 ans maintenant, à l'Élysée, l'ensemble des sapeurs-pompiers. Il a pris cet engagement de mettre en place un numéro unique. Alors, ce qui est inclus dans la loi Matras, c'est une première étape, c'est l'expérimentation. Mais très franchement, on va par exemple expérimenter des plateformes communes entre le 15 et le 18. Il y a plus de 20 départements en France où c'est déjà le cas et où on ne reviendrait pas en arrière. Alors, moi, je fais confiance aux 3 formes d'expérimentation qui sont prévues. Et puis, attendons 2 ans et l'évidence apparaîtra qu'il faut forcément un numéro unique. Et qui dit numéro unique dit une plateforme commune pour recevoir les appels, dans lequel il faut inclure l'ensemble des numéros pour simplifier la vie de nos concitoyens. On a senti une tension entre le monde pompier et le monde de la santé sur cette question de numéro unique. Pour quelles raisons ce numéro unique potentiellement cristallise parfois un certain nombre de tensions ? Ouais, on a entendu des discours irréalistes en disant qu'avec un numéro unique, ça sera fini, on ne pourra plus être secouru en France. Enfin, vraiment, c'est un combat d'arrière-garde. Ce qui compte, c'est pour moi le citoyen, c'est lui faciliter la vie. Et le citoyen, pour lui faciliter la gestion d'un événement, il a besoin d'un numéro unique, voilà. Et ensuite, à nous, derrière, de nous organiser. Nos concitoyens, ils attendent de la simplicité et de l'efficacité, et pas des guerres de tranchées. D'autant plus que ce numéro unique existe dans beaucoup de pays, en Espagne, dans beaucoup de pays européens, aux États-Unis, avec ce fameux 911. Colonel Bruno, vous avez vous-même expérimenté la question de ces plateformes départementales communes, comparées à une régulation pure SAMU. Quel est votre retour d'expérience, justement ? Alors déjà, merci de poser cette question et je rejoins le président Olivier Richefou. Moi, j'ai eu la chance, de façon singulière, d'avoir connu en juillet 2007, à la fois du côté de l'hôpital où j'avais un emploi au sein de l'équipe de direction, mais aussi du côté du SDIS 37, une plateforme unique avec un front commun, c'est-à-dire un appel, des gens qui réceptionnent les appels 15 ou 18, que ce soit des permanenciers ou que ce soit des sapeurs-pompiers. Après, j'ai connu en 2018, en juin 2018, un SAMU départemental et un CODIS départemental, donc un centre opérationnel départemental des sapeurs-pompiers. Et depuis octobre 2018, j'ai connu, malheureusement, je vous expliquerai pourquoi, une plateforme interdépartementale sur la partie SAMU. Donc j'ai eu la chance de connaître les 3 organisations. Pour tout vous avouer, c'est que aujourd'hui, l'organisation idéale, la panacée, c'est vraiment, au niveau départemental, cette plateforme commune. Ayant, moi, vécu avant octobre 2018 une plateforme 15 départementale et une plateforme 15 interdépartementale, automatiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que vous avez le SAMU qui sort du département, qui va dans un autre département, la connaissance du territoire est tout autre. Aujourd'hui, la connaissance du territoire est tout autre. Aujourd'hui, la proximité avec les sapeurs-pompiers est aussi un moment très important. Moi, je vois aujourd'hui, depuis octobre 2018, une méconnaissance complète du département de la Nièvre de la part des médecins régulateurs du SAMU de Dijon. Donc automatiquement, il faut avoir dans les mêmes locaux, dans la même plateforme, les pompiers, le SAMU, voire le 17, les forces de l'ordre, mais au moins les pompiers et le SAMU, parce que la réponse opérationnelle dans le département sera idéale dès lors qu'il y a une proximité, à la fois connaissance du territoire, mais à la fois aussi proximité entre les cadres et les personnes dans le même bâtiment. Aujourd'hui, nous, depuis octobre 2018, si on vit ça, c'est parce que, là aussi, le SDIS, l'intérieur, est supplétif de la santé, et par une chose simple, c'est qu'il n'y avait plus de médecins à la régulation du SAMU de Nevers, et que de par l'absence de médecins, la fragilisation des médecins, on a mis une plateforme 15 interdépartementale. Mais l'idéal, c'est vraiment cette plateforme départementale où on met tout le monde dans le même local, dans le même bâtiment. Colonel Petit-Poisson, quel est le niveau de réflexion au sein de l'ANSDIS aujourd'hui, de l'ensemble des directeurs ? Est-ce qu'il y a une vision commune de ce que devraient être finalement ces plateformes 112 ? Oui, bien sûr, vous le savez, le président Richefou l'a rappelé. Je pense qu'à la base, ce souhait du 112, qui est un souhait aussi européen, c'est un souhait de simplification pour le citoyen demandeur de secours. J'aimerais aussi, j'ai rappelé que les urgences ne sont pas que préhospitalières, elles sont aujourd'hui majoritairement préhospitalières, mais on a aussi faire face à des incendies de forêt, on a face à des pollutions. Donc il y a un enjeu de simplification aussi vis-à-vis de ces aspects d'urgence qui ne sont pas que avec des victimes.
Après, sur le terrain, dans nos départements, dans nos SDIS, en lien avec la santé, en préhospitalier comme avec les hôpitaux, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'il faut aussi le rappeler et le marteler. On a plutôt de bons termes, on est en bons termes, mais sur le terrain, c'est une chaîne que le 112 permet de faire. Ce que les plateformes permettent de faire, c'est d'engager une chaîne de secours, de l'acteur citoyen engagé. On parle beaucoup de bons samaritains, de mise en œuvre de citoyens. Après, on a les sapeurs-pompiers qui deviennent des techniciens de l'urgence, qui ont pris une compétence de plus en plus forte dans le domaine de la santé. Ensuite, on développe, et d'ailleurs les hôpitaux le font aussi, la paramédicalisation. Ensuite, on a le niveau d'engagement de médecins avec des équipes complètes, jusqu'après emmener une victime à l'hôpital. Donc ce que ramènent les plateformes communes et la réflexion des plateformes communes, c'est comment on mobilise le plus efficacement possible une chaîne d'acteurs. Et puis bien évidemment, il faut rajouter aussi les services de la police, de la gendarmerie et les autres acteurs de la sécurité civile. On développe une chaîne d'engagement. Et pour que cette chaîne d'engagement, elle fonctionne, c'est quand même toujours plus simple quand les différents acteurs ils sont positionnés au même endroit et qui au quotidien ils travaillent ensemble. Quand ils ont un problème, ils se parlent et ils le traitent ensemble. Donc cette réflexion que vous évoquez, qui est, comme le président l'a rappelé, déjà présente dans 20 départements, elle a montré son efficience, elle a montré sa pertinence. Parce qu'on a des sujets d'informatisation, de partage d'outils, mais on a surtout un sujet de mettre ensemble les acteurs d'une situation complexe sur le même plateau. Et donc, ce que souhaite faire l'évaluation du 112, c'est tout d'abord d'ester le débruitage de appels qui sont d'horizons différents. J'ai eu la chance de le connaître en Haute-Savoie, par exemple, avec des débruitages qui pourront aller jusqu'à un pré-engagement. Ça enlève nullement la possibilité d'avoir derrière ce débruitage un travail métier. Donc les sapeurs-pompiers dans le domaine peut-être, je dirais l'incendie, la santé, le médecin régulateur qui est nullement remis en cause dans ces approches de 112 dans le domaine de la santé des personnes, et peut-être d'autres acteurs, comme on parle de violence intrafamiliale, on y est aussi malheureusement confronté, des acteurs des forces de l'ordre, de la police et de la gendarmerie, pour pouvoir aller sur ces aspects de vif, de violence intrafamiliale qui font aussi l'objet d'appels au 112. Donc je pense que l'objectif second de cette expérimentation, c'est aussi du coup de pouvoir tester des remontées de techniques, de colocalisation d'installations techniques, de colocalisation de personnes pour en voir la plus-value par rapport à des systèmes où finalement chacun est chez soi. Donc c'est un peu l'objectif de cette expérimentation. Je conclurai mon propos en rejoignant ce qu'a évoqué le président Richefou. Je pense que ce que les SDIS souhaitent, ce que les patrons de SDIS souhaitent, c'est effectivement qu'on franchisse le pas d'une généralisation de ce qu'on connaît déjà bien fonctionner dans 20 départements sur l'ensemble des 100 départements de France. Si j'osais, Olivier Richefou, les territoires montrent encore à l'État leur capacité d'innovation, d'organisation, et que finalement, les institutions étatiques sont parfois encore dans des guerres d'un autre temps. C'est un peu ça, schématiquement, on est encore là. Je crois que Jérôme l'a très bien dit. Sur le terrain, les choses se passent bien, en règle générale. Les liens avec les SAMU, les liens avec les hôpitaux se passent bien. Il y a quelquefois des décideurs au niveau national qui peut-être sont davantage sur des postures, donc faisons confiance au territoire. Faisons confiance au territoire. Contrôleur général Maestracci, quelle est la situation dans le département de la Seine-et-Marne sur ce sujet de la plateforme 112, et quel est votre avis, vous, sur cette question du 112 ? Alors, comme vous le savez, même si je suis convaincu que l'action doit absolument être au niveau plus près, donc au niveau du département. N'oublions pas qu'il y a quelques années, quand on était encore communaux, c'était impossible d'envisager qu'on puisse être départementaux. Bon, on y est, il n'y a aucun souci. Mais de la même façon qu'on parle du 112 avec nos amis du SAMU, on peut imaginer qui aujourd'hui penserait à faire police-secours pour avoir une assistance médicale. Pourtant, c'était le cas il y a 40 ans, vous voyez, et on n'en parle plus. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que les choses progressent, et puis il faut se rappeler du passé pour se rappeler d'où on vient aussi. Donc, sur la Seine-et-Marne, parce que c'était votre question, ça se passe bien. Évidemment, on a un effet majeur, et c'est là où la stratégie doit être aussi nationale. Si l'effecteur est effectivement au niveau départemental, et je crois que c'est son juste niveau, c'est évident que le 112, ça fera l'objet d'un, j'espère, consensus, mais en tout cas de décisions qui ne pourront être que nationales, elles-mêmes étant enchâssées dans ces, comme l'a remarqué Jérôme, dans ces orientations européennes. Donc, la vraie question, c'est, faut-il qu'on crée une structure où
SAMU, pompiers, peut-être force de police ou gendarmerie pourraient travailler comme c'est en Espagne, donc c'est pas une utopie que je suis en train de vous dire, c'est des réalités. Ou faut-il qu'on décide, où on laisse une fois de plus au territoire, en fonction des infrastructures existantes, le choix de dire c'est les pompiers qui auront le SAMU pour faire de plateforme, ou au contraire c'est le SAMU qui viendra dans le centre des pompiers en fonction des besoins, des moyens, etc. Mais dans tous les cas, aujourd'hui on a encore certainement des progrès à faire sur le choix final. Comme vous l'a dit Jérôme si bien, c'est une chaîne. Donc, moi, je ne peux pas imaginer que dans cette chaîne, la fameuse notion du maillon faible, on puisse se dire « ah, mais c'est toi, c'est moi ». Non, ces maillons doivent être résilients. Donc, quand il y en a un qui ne peut pas fournir parce que, par exemple, nous, on serait engagé sur des feux ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il faudrait que le SAMU puisse fournir une UMH. Aujourd'hui, on n'a pas cette approche de complémentarité, de partenariat dans tous les domaines. Et je vous dirais bien qu'avant de dire qu'on va faire avec le 112 SAMU, peut-être que le ministère de l'Intérieur pourrait donner l'exemple en rapprochant tous les services du ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous voyez, on a plusieurs possibilités d'approche, mais ça, c'est une stratégie nationale. C'est vrai que cette stratégie nationale, on a aussi le SGDSN qui paraît très loin, mais qui s'occupe aussi des problématiques de sécurité. Et on se rend compte donc de ces chaînes, en fait, elles sont multiples. Il y a plusieurs maillons de plusieurs chaînes. Toutes, ensemble, elles réussissent à contribuer à la résilience de notre pays. On l'a vu avec justement notre mobilisation, notamment les centres de vaccination. Et je vous dirais bien que si on vient par le biais d'un outil qui, lui, est neutre, plus que les hommes. Aujourd'hui, le département de Seine-et-Marne va, on l'espère le plus rapidement possible, horizon fin 2022, développer Nexis, qui est le système d'information qui va remplacer cela. On a eu, il y a 15 jours, une rencontre avec le SAMU 77 qui sont très intéressés, mais il faut qu'on ait une picture globale, une vision globale, et le système S6 SAMU qui devait être le pendant de Nexis, de ce que j'ai compris, était abandonné. Donc, vous voyez que quelque part, les choses convergent, hasard de l'histoire, mais en attendant, heureux hasard, si le hasard existe, puisque finalement, je dirais que les SAMU seront obligés de travailler avec nous et sur Nexis. Donc, vous voyez qu'on va avoir une convergence au niveau des outils, ce qui permet, je l'espère, une convergence au niveau des hommes et des femmes qui travaillent également. On rappelle, Nexis, c'est le futur projet de plateforme et de système d'information commun aux SDIS, initié et lancé par le ministère de l'Intérieur. Olivier Richoux, vous souhaitiez rebondir ? Oui, juste pour rappeler que pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas oublier d'y mettre bien sûr le permanencier ambulancier, celui qui coordonne les ambulances privées, dont on a parlé déjà, et puis il faut y mettre la permanence des soins. La permanence des soins, donc la médecine libérale. Il y a la nuit, les week-ends, une permanence des soins à travers un médecin qui est là pour coordonner les médecins libéraux. Ils ont toute leur place. Et si tous les acteurs sont présents, c'est ce que j'appelle un peu le principe de la machine à café. Quand ça s'est mal passé, on en reparle en prenant un café ensemble. Et je pense qu'en étant tous autour de la table, je suis sûr qu'on gagnera en efficacité. On parle souvent du périmètre des missions des sapeurs-pompiers. Cette loi Matras entérine également de nouveaux gestes de santé pour lesquels les sapeurs-pompiers vont être autorisés. Colonel Petit-Poisson, qu'en est-il de ces gestes de santé ? Est-ce qu'ils représentent une évolution favorable du métier de sapeur-pompier ? Le président, dans son discours au Congrès national qui a précédé l'adoption de cette loi Matras, la présidente de la République l'a rappelé. Je pense que l'objectif, il faut toujours se repositionner. Ce pourquoi nous sommes là, c'est pour prendre en compte des victimes. Et donc, c'est se repositionner dans l'intérêt de la victime. Je l'ai évoqué tout à l'heure, l'ensemble des acteurs de l'urgence et des soins sont du sapeur-pompier jusqu'au médecin urgentiste avec une compétence graduée. Ce que prévoit la loi, c'est effectivement d'ouvrir cette compétence graduée des soins aux sapeurs-pompiers. Ça n'enlève rien aux autres. J'irais tenter de dire au contraire. Tout à l'heure, dans la présentation globale de la loi, vous avez évoqué ce que pouvaient apporter des compétences étendues des sapeurs-pompiers par rapport à ça. Elles sont de deux ordres. Donc ça fera l'objet d'un décret qui est en discussion avec la santé. Ça fera l'objet d'un texte spécifique. Mais c'est, premièrement, augmenter la capacité des sapeurs-pompiers à faire de l'information clinique et paraclinique sur les victimes. C'est-à-dire de mieux comprendre ce qui se passe. Donc ça va être une glycémie capillaire, ça va être de prendre une tension, ça va être de faire un score de gravité clinique. Et ces gestes-là, au nombre de 8 aujourd'hui, vont permettre d'améliorer la remontée de l'information pour le médecin du SAMU, de mieux comprendre ce qui se passe pour la victime. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas.
C'était déjà fait, mais c'était pas officiellement organisé dans les textes et organisé. Le deuxième partie de geste, c'est d'autoriser des gestes de soins. Derrière ça veut dire quoi? C'est de la médication. Ça veut dire de donner, finalement, permettre aux sapeurs-pompiers de donner un médicament sur prescription, donc sous l'égide toujours d'un médecin. Et donc là, on montre bien qu'il y a bien une chaîne avec des gens qui vont être acteurs de quelque chose qui se fait. C'est-à-dire comme pour la télémédecine, bien une mesure qui est faite pour être transmise à quelqu'un qui la réalise. Et donc sur l'aspect des gestes de soins, c'est essentiellement de l'admission de médicaments, l'admission orale, l'admission, je dirais, nasopharyngée, de l'admission par injection de seringues de médicaments ou l'injection par voie aérienne, donc par inhalation. Donc ces gestes, qui sont plus ou moins déjà réalisés dans un certain nombre de SDIS, doivent se voir généralisés et augmenter finalement, une nouvelle fois, en revenant à la victime, les chances de survie des victimes dans une chaîne de secours et sous l'égide effectivement d'une chaîne de santé, qu'elle soit SDIS quand c'est possible ou qu'elle soit SAMU et hôpital quand c'est pas possible. Donc oui, ce que prévoit la loi Matras, c'est une augmentation des compétences des sapeurs-pompiers sous l'égide des services de santé des SDIS et sous l'égide des SAMU pour améliorer finalement la prise en charge des victimes. Ce qu'on peut citer le plus notable, ça a été évoqué tout à l'heure je crois, c'est la prise en charge de la douleur. On est en capacité, sous l'égide d'une prescription, avec nos infirmiers, de faire des protocoles permettant de donner des drogues. Pour certains autres aspects, ces gestes de soins réalisés par les sapeurs-pompiers vont améliorer les chances de survie ou le confort de prise en charge des victimes avant qu'elles soient prises en charge par un infirmier ou par un médecin. Colonel Bruno, vous estimez que cette évolution est positive sur le périmètre des missions des sapeurs-pompiers. Est-ce que ça va avoir un impact lié à la formation, notamment des équipes, des sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain? Écoutez, je vis actuellement dans la Nièvre. Vous imaginez bien que cette évolution est majeure. Je dirais même qu'on n'a pas attendu cette évolution pour le faire. Aujourd'hui, la mesure de la glycémie ou la prise de tension, quand vous avez un département où 3/4 du département est dans une zone rurale avec une très très forte désertification médicale, aujourd'hui le supplétif de tout ça, ce sont les sapeurs-pompiers. Donc automatiquement, heureusement d'ailleurs qu'on le fait déjà et que la loi le confirme, mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec une forte désertification médicale, avec une fragilisation de la santé dans beaucoup de territoires, notamment des territoires comme la Nièvre, si demain on ne devait pas faire ces gestes-là, le citoyen, le Nivernais ne comprendrait pas. Donc automatiquement, je dirais, on se pose même la question aujourd'hui, nous, autour de la table, pourquoi c'est pas fait depuis un certain nombre d'années? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que si ce ne sont pas les sapeurs-pompiers qui le font, personne ne le fera sur le territoire. Donc aujourd'hui, oui, en termes de formation, ce que je vous dis à l'instant, c'est que nous, je crois que la glycémie est faite dans le département de la Nièvre depuis au moins 7 ou 8 ans. La prise de tension, tous les départements de France le fait, et qu'aujourd'hui, c'est même pas de se poser la question si on doit le faire, on le fait depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est prépondérant. Contrôleur général Maestracci, quelle est votre vision de cette évolution justement de ces pratiques de gestes de santé? Est-ce que finalement on entérine quelque chose qui existait sur l'ensemble des territoires, ou est-ce qu'on est quand même dans une évolution positive des pratiques de santé des sapeurs-pompiers? Écoute, on peut illustrer avec la crise que nous vivons actuellement sur la Covid-19. Crise qui, je rappelle, en termes de représentation et des idéogrammes chinois, c'est aussi une opportunité. Et là, en fait, pour la première fois dans les textes relatifs au Covid, et Dieu sait qu'ils ont été nombreux, on a assimilé les sapeurs-pompiers à un rôle de soignant. On leur a permis, après formation faite en interne par notre service de santé et de secours médical, puisque l'hôpital était débordé, eh bien, on a permis aux sapeurs-pompiers légalement de faire des injections intradermiques pour inoculer les vaccins. Donc, vous voyez que cette crise fait une modification des pratiques qui se retrouve ensuite sur la loi Matras. Mais c'est vrai que nous manquions de cette base juridique. Et je peux que remercier ceux qui ont pensé à l'inscrire dans la loi et puis féliciter tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, évidemment, ça va représenter pour les SDIS financièrement un effort. Donc, puisqu'il va falloir, en plus des formations, ou les intégrer dans les formations existantes, donc c'est-à-dire à les allonger ou faire des formations spécifiques. Mais bon, je dirais que l'essentiel, c'est que ça soit reconnu. C'est le cas et on peut que s'en féliciter. Un mot de la fin, Olivier Richefou. Finalement, à la fois la loi Matras et finalement la triste expérience Covid entérinent le rôle essentiel des sapeurs-pompiers dans la santé publique. C'est ça, finalement,
Hugues de Régnico l'a très bien dit, c'est ce que dit Grégory Lyon, les soldats de la vie. Et quand on est des soldats de la vie, on doit soigner. Et on doit soigner au quotidien parce que, une fois de plus, nos habitants, nos concitoyens n'en ont rien à faire de la guerre de la santé des pompiers. Ce qu'ils veulent, c'est que bien sûr, quand ils ont un accident, la douleur puisse être calmée. Et ils ne comprendraient pas qu'un pompier ne puisse pas aujourd'hui faire une injection, alors qu'ils le font très bien quand il s'agit de le faire pour la Covid. Donc voilà, du pragmatisme, de l'efficacité, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Et j'espère que voilà, tous ensemble, on réussira à mettre ça en œuvre. Parfait. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a apporté donc, ces quelques éléments d'information par rapport à cette nouvelle loi Matras qui consolide le modèle français de sécurité civile. À très bientôt pour une nouvelle émission de 112 Info.